Merci beaucoup de vous joindre à moi. Merci d'être venu à l'heure. J'ai vu que certains d'entre vous étaient en avance. Ça fait plaisir. Euh, on va pas attendre que les autres se connectent avant de commencer. Je pense que on est suffisamment nombreux pour commencer. Je m'appelle Dora, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Dora Masunga. Je suis entrepreneur gabonaise, je vis à Libreville au Gabon et j'organise ce webinaire pour vous aider, pour aider les entrepreneurs. Si vous êtes entrepreneur, vous êtes étudiant, vous êtes professionnel, ou vous êtes dirigeant d'entreprise et vous avez besoin de l'anglais dans vos activités quotidiennes, vous avez besoin de l'anglais pour sécuriser de nouveaux contrats, pour faire avancer votre carrière. Je vais partager avec vous lors de ce webinaire toutes les astuces, les conseils, les stratégies, les principes fondamentaux dont vous aurez besoin, aussi les outils que vous aurez besoin d'utiliser, comment vous pouvez les utiliser pour pouvoir parler anglais couramment, efficacement et ce en moins de 6 mois. Donc, je vais commencer par partager mon écran et si vous pouvez me mettre dans le chat une fois que c'est bon, dès que vous voyez mon écran, mettez-moi un message pour dire c'est bon, oui, ok, ou un pouce ou quelque chose, faites-moi signe en tout cas pour me dire que c'est bon, qu'on peut commencer. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout passe bien? Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que vous me voyez? D'accord, Miranda dit que c'est bon. D'accord, je vois un pouce en l'air. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tous. D'accord, on va donc commencer sans plus tarder. Je vais juste mettre ça ici. Alors, voilà, comme je vous disais, on va parler de beaucoup de choses et toutes ces choses-là sont censées vous aider si vraiment l'anglais est primordial pour vous. Ce qu'on aura au programme aujourd'hui, c'est que d'abord dans l'introduction, je vais vous en dire un peu plus sur moi, qui je suis. Je vais vous partager mon parcours, pas parce que j'ai envie de vous parler de ma vie, mais parce que il y a des leçons importantes à en tirer que je veux partager avec vous. Donc, on va utiliser un peu ma vie comme un case study. Ensuite, on va rentrer dans les stratégies à proprement parler. On va discuter ensemble de ce que c'est que parler couramment. Qu'est-ce que ça veut dire, en quoi ça consiste. On parlera du changement de mentalité qui va être nécessaire de faire à votre niveau pour pouvoir parler couramment anglais, pour pouvoir être bilingue. On parlera des 4 principes fondamentaux sur lesquels vous devez vous asseoir en ce qui concerne l'apprentissage de l'anglais et des outils indispensables que vous devez utiliser. Je vous dirai aussi quelles sont les meilleures méthodes pour les utiliser. Enfin, on va conclure, on parlera des prochaines étapes. Je partagerai avec vous une offre spéciale on répondra aux questions. Je vais essayer par contre de répondre aux questions au fur et à mesure. Donc à la fin de chaque partie, je vais m'arrêter et regarder dans le chat s'il y a des questions. Et à la fin, je répondrai s'il y a des questions supplémentaires ou alors s'il y a des questions que j'ai sautées, que je n'ai pas vues, etc. Ça se fera à la fin avant qu'on se dise au revoir. Donc si vous êtes prêts, j'aimerais aussi avant qu'on commence, savoir avec qui je suis. Si vous pouvez juste me mettre dans le chat votre nom ou votre prénom, juste le prénom, et me dire d'où vous êtes, d'où vous vous connectez. Donc, moi, je m'appelle Dora, comme je vous ai dit, je suis actuellement à Libreville au Gabon. Et vous qui êtes avec moi, où est-ce que vous êtes? Dites-moi dans le chat si ça ne vous dérange pas. Bonjour Camille, ça fait plaisir de te voir. Ravi que tu sois là avec nous. Qui d'autre est avec nous? Cécilia depuis Libreville, bienvenue. Alors Camille, c'est un de mes anciens clients qui est censé revenir. Donc, je suis très heureuse de te voir parmi nous aujourd'hui. Karl, depuis Dakar. Salut Karl, comment tu vas? Très heureuse que tu sois là. Mamadou depuis le Sénégal, bienvenue. Gabriel de Dakar au Sénégal. Le Sénégal est dans la place à ce que je vois. Bienvenue à tous. D'accord, donc s'il n'y a plus d'autres messages, on va commencer.
Coucou Miranda, j'espère pouvoir finir le webinaire. Ok, on va commencer donc pour pouvoir, si vous avez d'autres choses à faire après, pour pouvoir vous libérer à temps. Donc, je me suis déjà présentée, mais pour avoir un peu plus de détails sur moi, je m'appelle Dora Massouna, je suis entrepreneur. J'évolue principalement dans le domaine du tourisme. Je suis consultante en tourisme et fondatrice d'une agence de conseil qui s'appelle AZ Travel Consulting and Services. On travaille avec les entreprises touristiques et les institutions et on formule des stratégies de marketing et d'opération avec elles. On les accompagne dans ce sens-là. Je suis aussi cofondatrice d'une structure, d'une agence de tourisme qui s'appelle Expérience Waris, qui travaille sur la conservation et la promotion du patrimoine culturel. Donc, on crée des excursions qui tournent beaucoup autour de la culture, autour de nos cultures et nos traditions. Et je suis lauréate et alumna du programme Mandela Washington Fellowship, qui est un programme initié par le président Barack Obama pour récompenser les jeunes leaders africains et leur donner une opportunité d'aller donc aux États-Unis, de faire une formation en leadership dans une université américaine pour pouvoir ensuite revenir en Afrique et utiliser tout ce qu'ils ont appris pour continuer à impacter leur environnement. Donc voilà un peu pour la petite introduction. En ce qui concerne mon parcours, les éléments que je voulais vraiment relever aujourd'hui, c'est d'abord mon enfance. Je tiens à signaler que mon père était professeur d'anglais. Donc, quand j'étais enfant, ensuite il a été inspecteur et directeur, il était notamment directeur de PG Gabon. Aujourd'hui, il est à la retraite. Mais quand j'étais petite fille, et encore jusqu'au lycée, il était professeur d'anglais. Ce qui fait qu'à la maison, on avait beaucoup de livres, on avait beaucoup d'encyclopédies, des dictionnaires, etc. en anglais. Et moi, quand j'apprenais à lire, je ne savais pas faire la différence entre le français et l'anglais. Tout ce que j'attrapais, je prenais et j'essayais de lire. Donc, il arrivait parfois que je commence à lire un livre, que je le lise comme je comprends en français et qu'il me corrige sur la prononciation. Je me souviens aussi que quand j'étais petite, mon père écoutait beaucoup la radio en anglais, donc les informations, BBC, CNN, ce genre de choses. Et donc, c'était toujours, l'anglais faisait partie un peu de ma vie sans vraiment que je le comprenne, mais inconsciemment, je m'en imprégnais. Ce qui fait que quand je suis arrivée au lycée, ça a été beaucoup plus facile pour moi lorsqu'on a commencé à apprendre l'anglais au lycée. Je connaissais déjà comment s'écrivaient certains mots, je savais comment prononcer certains mots instinctivement. Je n'ai pas été, on va dire, ça ne m'a pas paru étrange, ça ne m'a pas paru difficile ou rien du tout. Au contraire, c'était naturel. J'étais toujours au-dessus de la moyenne en anglais jusqu'à ce que j'ai mon bac et que je m'envole donc pour l'Afrique du Sud où j'ai fait mes études universitaires. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, j'étais très bonne en anglais à l'écrit, mais à l'oral, j'avais des blocages. J'avais des choses que je voulais dire, que je savais comment dire d'une certaine manière, mais j'arrivais pas à m'exprimer de manière fluide. Ça ne coulait pas en fait. Donc j'essayais de parler, mais j'étais pas satisfaite. Et le listening, je me rappelle, j'ai fait un test quand je suis arrivée avant d'aller en école de langue. J'ai fait un test, j'ai cartonné en writing, en compréhension, en grammaire, vocabulaire, j'avais d'excellentes notes, mais en listening, j'ai eu zéro. Zéro, les amis, zéro. Donc, c'était pour dire que l'anglais qu'on apprend est souvent très académique. Et quand il s'agit de s'exprimer, quand il s'agit de parler, de discuter, on a des blocages soit pour s'exprimer ou alors pour comprendre ce que les gens nous disent parce qu'on n'est pas habitué, parce qu'on n'a pas cette pratique-là. Donc, évidemment, je me suis dit, la prochaine fois que je fais le test, je ne peux pas me permettre d'avoir un autre zéro. Donc, j'ai commencé, je me suis dit, il faut que je bosse là-dessus. Mais aussi, je suis quelqu'un de très curieuse. Donc, contrairement à mes autres condisciples de classe qui étaient francophones comme moi, l'anglais, pour moi, ça ne s'arrêtait pas en classe, en fait. Donc, j'étais très curieuse quand je sortais des cours. Je me baladais beaucoup avec je faisais des rencontres. Je traînais beaucoup avec les Sud-Africains, avec les anglophones. Je ne traînais pas beaucoup avec les francophones parce que je me disais, il faut que j'arrive à parler, il faut que j'arrive à m'exprimer. Et la seule façon de le faire, c'est de pratiquer. Donc, j'ai fait des voyages, j'allais dans des fêtes, je suis allée dans les villages les plus reculés de l'Afrique du Sud, je peux vous l'assurer, parce que ça me plaisait, mais aussi parce que c'était un moyen pour moi de pratiquer l'anglais.
Et d'ailleurs, ça me l'a bien rendu dans le sens où quand je suis rentrée à l'université, je n'ai plus eu de blocage. À partir de ce moment-là, tout s'est bien passé. Et au contraire, j'étais à même de saisir plusieurs opportunités que mes compatriotes ou que les autres francophones comme moi n'arrivaient pas à saisir. Par exemple, à l'université, au département de tourisme où j'étais, on avait souvent des affiches comme ça à l'entrée où les gens qui cherchaient à embaucher les étudiants pour des petits boulots, pour des événements, pour des conférences, etc. Il n'y avait jamais aucun francophone qui mettait son nom sur cette liste-là ou qui postulait parce que, un, il se disait, l'anglais, c'est pas fort, c'est pas mon fort. Et s'il faut faire l'entretien en anglais, s'il faut aller faire le boulot en anglais, je ne pourrais pas. Mais pour moi, c'était pas un blocage. Au contraire, je me disais, si un Sud-Africain, si une Sud-Africaine peut le faire, je peux le faire aussi. Et donc, j'étais partout. Everywhere. My name was there. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, j'étais là. Je n'hésitais pas, en fait. Je fonçais toujours. Et j'ai eu la chance de travailler pendant des événements extraordinaires, comme par exemple la Coupe du Monde de football en 2010, qui s'est tenue à Johannesburg. J'étais interprète, j'étais agent d'accueil et j'étais réceptionniste. J'ai travaillé pendant le concours Miss Monde, j'ai travaillé pendant des conférences interministérielles, j'ai travaillé pendant des événements culturels. Vous pouvez voir sur une des photos, là, je suis habillée avec une tenue culturelle sud-africaine. C'est pour vous dire que je me fondais littéralement dans la masse parce que pour moi, l'anglais n'était pas un obstacle. Le fait que je sois francophone n'était pas un obstacle. Au contraire, c'était un atout parce que je parlais français, donc je pouvais faire l'interprétariat aussi. J'ai travaillé pour l'université à un moment donné, l'université à laquelle j'appartenais, donc l'université de Johannesburg, en tant qu'assistante étudiante. Et en fin de cycle, j'ai eu l'opportunité de postuler pour un stage avec un hôtel Marriott en Angleterre. Et là encore, j'étais la seule francophone. J'étais même la seule non sud-africaine à avoir été retenue pour ce programme-là. Et donc, j'ai fait un stage à Southampton, en Angleterre, en 2014-2015. Après ça, je suis rentrée, j'ai terminé mes études, je suis rentrée au Gabon, j'ai travaillé pour quelques hôtels pendant quelques années. Et puis, j'ai décidé de démissionner pour me mettre à mon propre compte. Peut-être lors d'un prochain webinaire, on rentrera dans cette phase-là en détail. Et pendant mon parcours d'entrepreneuriat aussi, j'ai postulé à des concours dans le Mandela Washington Fellowship dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai été retenue et il faut dire que c'est un programme très sélectif. Les applications, la sélection se fait en anglais. Vous passez des entretiens à l'ambassade des États-Unis, etc. C'est vraiment très, très, très sélect. Mais en plus de mes compétences, en plus de la motivation que j'ai, je suis consciente que le fait de parler anglais, d'être à l'aise et de pouvoir m'exprimer, de parler de mes idées, parler de mes projets, a contribué à ce que je puisse participer donc à ce programme-là. Non seulement ça, mais aussi, alors il faut savoir que c'est environ 50 000 personnes qui postulent pour ça à travers le continent. L'année où je suis partie, donc en 2019, ils n'en ont retenu que 700. Et une fois sur place, après la formation dans les universités, ils en ont retenu 70 parmi les 700 pour rester plus longtemps et participer à une insertion en entreprise en fonction du domaine dans lequel vous évoluez. Et là encore, j'ai fait partie de cette sélection-là, j'ai fait partie des 70. Donc, je ne pense pas être spéciale, je ne pense pas être particulière dans ce sens-là. C'est vrai que j'ai beaucoup de motivation, c'est vrai que j'ai des compétences dans différents domaines, mais je sais que l'anglais a été la chose qui a toujours fait basculer la balance de mon côté. Que ce soit à l'école, que ce soit dans le monde du travail ou dans le monde de l'entrepreneuriat. Après ça, j'ai eu l'opportunité de participer à des conférences. J'ai été invitée par l'Union africaine à une conférence à Madagascar. J'ai été invitée par l'UNESCO pour être panéliste à une conférence en Angola. Et toutes ces choses-là, pour moi, je les dois au fait que je parle anglais, que je suis entrepreneur et que je n'ai jamais eu peur de saisir les opportunités qui se présentaient à moi. Donc voilà, un peu pour la petite histoire. Je vous raconte tout ça parce que, encore une fois, il y a des leçons à tirer. La première, c'est que le cerveau enregistre tout. Et ça, on l'a vu quand j'étais petite fille. J'enregistrais des mots, j'enregistrais les prononciations, l'orthographe des mots, etc., sans m'en rendre compte de manière subconsciente.
L'autre leçon, c'est que l'apprentissage se fait surtout en dehors de la classe. C'est vrai que j'avais un niveau assez conséquent en anglais, mais pour moi, j'ai vraiment pu maîtriser la langue, s'il faut le dire comme ça, une fois que je suis arrivée en Afrique du Sud et que j'ai commencé à pratiquer dans la vie de tous les jours. Encore, la pratique accélère le processus, donc ça rejoint le point précédent. Et enfin, l'anglais ouvre les portes vers de nombreuses opportunités, comme vous avez pu le constater. Alors, si vous avez des questions déjà à ce niveau-là, des éclaircissements, on peut en parler. Je vérifie dans le chat. Bonsoir madame, je ne vous entends pas, il y a le son. Je ne sais pas pourquoi vous ne m'entendez pas, Mutogo. Les autres m'entendent, je crois. Donc, essayez de mettre des écouteurs peut-être, ou c'est certainement à votre niveau. Je ne sais pas si vous êtes connecté par message, par téléphone ou par ordinateur. Ok, Miranda me confirme qu'on entend, donc c'est certainement de votre côté. Alors, je suis sur le chat, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, je propose qu'on continue, qu'on avance. On va donc rentrer dans la partie stratégie. Et la première chose, c'est définir exactement ce que ça veut dire parler anglais couramment. Alors, beaucoup de personnes se disent que parler anglais, ça veut dire avoir un anglais parfait. Ça veut dire pouvoir s'exprimer comme, je sais pas moi, comme à l'académie, ça veut dire pouvoir parler, faire un discours comme Barack Obama. Il n'en est rien. De la même façon qu'on parle français, vous et moi, je ne considère pas que mon français est parfait. Je ne connais pas tous les mots du dictionnaire. Je fais des erreurs, etc. Il y a des sujets que je ne maîtrise pas, mais j'arrive à m'exprimer, j'arrive à me faire comprendre. Donc, si je vous parle, vous comprenez ce que je dis. Et si vous me répondez, j'arrive à comprendre ce que vous me dites. Donc, on peut avoir une conversation. Et réellement, c'est ça, parler couramment anglais. C'est pouvoir s'exprimer correctement et se faire comprendre de ses interlocuteurs, pouvoir comprendre ce que quelqu'un d'autre nous dit quand on s'exprime. Donc, moi, je ne parlais pas anglais couramment parce que j'avais des difficultés à m'exprimer, sauf si c'était à l'écrit. Mais en plus, à l'oral, je ne comprenais pas. Je trouvais que l'accent était complètement étrange. Je trouvais que les gens parlaient trop vite. Je n'arrivais pas à saisir parce que je n'étais pas habituée. Donc, une fois qu'on arrive à parler, une fois qu'on arrive à comprendre, l'objectif est atteint. Ça veut dire qu'on parle, on s'exprime couramment. Parler couramment, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir honte, parce qu'en français, je parle, j'ai pas peur, j'ai pas honte, et pourtant, je sais que je vais peut-être faire des erreurs, mais ça ne m'empêche pas de m'exprimer. Pouvoir converser aisément et aborder un grand nombre de sujets différents, donc ne pas être perdu. Si on parle d'un sujet qu'on a abordé en classe, oui, j'ai le vocabulaire, mais dès qu'on me parle de quelque chose d'autre, je suis perdue. Et ça m'est arrivé, par exemple, quand j'étais en Afrique du Sud, les premiers mois, j'allais faire les courses, et je voulais me renseigner, mais je ne connaissais pas les noms des ingrédients. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des aubergines, est-ce que vous avez des poivrons, est-ce que vous avez du persil, ce genre de choses-là, par exemple. On n'apprend pas ça à l'école, on n'apprend pas ça en classe, et du coup, j'avais pas le vocabulaire adapté. Mais c'est pas une fatalité. L'important, c'est de s'imprégner suffisamment de la langue pour pouvoir avoir une base, en fait, pour pouvoir parler de plusieurs sujets différents. Il faut aussi pouvoir manier la langue et comprendre certaines de ses subtilités. Et donc, parler anglais couramment, pour moi, c'est ça. Et c'est un objectif qui n'est pas impossible à atteindre, qui n'est pas non plus difficile à atteindre. La deuxième chose que je voulais qu'on aborde aujourd'hui, c'est le mindset, le changement de mentalité. J'entends beaucoup, je reçois énormément de messages. Je ne peux pas vous dire le nombre de messages que je reçois de personnes qui me disent « Je veux bien faire les cours, je veux bien faire le coaching avec toi, mais j'ai des lacunes. Je suis nulle, mon niveau est médiocre et donc je ne pense pas que ce sera possible. » Et ça, c'est quelque chose, je dis toujours, quand on est enfant, par exemple, et qu'on apprend à parler français, on ne dit pas que, on ne dit pas d'un petit garçon, par exemple, de 2 ans que, ah non, mais ce petit-là, il est nul en français. Il n'est pas nul, c'est juste qu'il ne connaît pas encore. Il n'a pas encore eu le temps d'apprendre et donc c'est difficile pour lui de s'exprimer, mais une fois qu'il apprendra, il saura. Et donc c'est ça le shift en fait de la mentalité que je veux que vous fassiez. Premièrement, ne pas vous dire que vous êtes nul, vous n'êtes pas nul, vous savez juste pas. Dites-vous, j'apprends une nouvelle langue et j'ai hâte de pouvoir la maîtriser. La deuxième chose, quelqu'un qui me dit je n'ai pas les mots, et ça c'est souvent pendant les coachings,
On n'a pas les mots pour s'exprimer, on ne sait pas comment dire les choses, on ne sait pas comment former les phrases, du coup, on se tait, on ne dit rien. C'est pas la bonne approche, c'est pas le bon mindset parce que même en français, on n'utilise pas tous un langage soutenu. On n'utilise pas tous le français de l'académie, mais on peut s'exprimer d'une manière ou d'une autre, on peut trouver le moyen de s'exprimer. Ça veut dire que, par exemple, si j'avais rendez-vous avec quelqu'un hier, mais que j'ai pas pu parce que je me suis endormie et que j'ai envie de le dire en anglais, mais je ne sais pas comment dire s'endormir, le mot s'endormir ou le verbe s'endormir, je ne connais pas, mais que je ne me bloque pas là, que je me dise quels sont les autres moyens que j'ai de traduire cette idée-là. Je peux dire je me suis endormie, je peux dire j'ai dormi, je peux dire j'étais fatiguée, je peux simplement dire je suis désolée, j'étais pas disponible, j'ai pas pu. Donc en anglais, ça donnera, la phrase correcte, ce sera I'm sorry I couldn't make it last night because I fell asleep. I fell asleep, ça veut dire je me suis endormie. Mais tu peux aussi dire I slept, I went to bed, I was tired, I forgot. Trouve un moyen, trouve un synonyme, trouve une autre tournure. Le plus important, c'est de s'exprimer. Le plus important, c'est pas de trouver le mot exact, la traduction exacte du mot qu'on a en français en anglais. Et il faut se dire, je n'ai pas encore le vocabulaire adapté, mais je peux faire passer le message en m'exprimant simplement. Cherchez les mots les plus simples possibles pour vous exprimer. La troisième chose, je n'ai pas le bon accent, je n'ai pas la bonne prononciation. Donc ça, c'est source de frustration aussi parce que les gens se disent qu'il faut que leur accent soit parfait à l'américaine ou, je ne sais pas moi, à l'anglaise. Ils se disent la prononciation doit être parfaite. Déjà, pour commencer, on a tous un accent. Et je vais revenir encore sur le français, même en français, chacun de nous a un accent. Les Gabonais ont un accent, les Sénégalais ont un accent, les Ivoiriens ont un accent, les Congolais ont un accent. L'accent détermine juste d'où tu viens. Ça ne veut pas, ça c'est pas une indication de ta capacité ou non à maîtriser la langue. Donc n'ayez pas honte si vous avez un accent ou pas. Si vous pouvez avoir l'accent américain, c'est bien. Si vous n'avez pas l'accent américain, ça ne vous empêche pas de communiquer. La prononciation, ça s'apprend. Il y a des règles à suivre. Donc, si vous avez peur de parler parce que vous ne savez pas prononcer les mots, apprenez à les prononcer. La quatrième chose, c'est quand on se dit j'ai peur, j'ai honte de parler devant les gens, j'ai honte de faire des erreurs. Et ça, c'est vraiment propre des francophones. J'ai pas encore entendu un Chinois qui est parti de son pays pour venir s'installer en Afrique, faire des affaires, faire du business, qui ne parle ni anglais ni français, se dire ah j'ai peur de parler parce que je vais faire des fautes. Non, pour lui, c'est son business, ce sont ses affaires. S'il te parle avec un seul mot, il fait des phrases où il y a un seul mot dedans, c'est toi qui vas te débrouiller à comprendre. C'est toi qui vas être là en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il essaye de me dire, qu'est-ce qu'il essaye de communiquer. Donc, la peur ou la honte de faire des erreurs n'a pas lieu d'être parce que plus on fait des erreurs, plus on a des opportunités de s'améliorer. Si on n'essaye jamais de parler, on ne saura même pas qu'on est susceptible de faire ces erreurs-là et donc on ne pourra pas les corriger. Et enfin, la dernière chose, c'est j'ai toujours trouvé l'anglais hyper difficile. Je n'ai jamais été bon en anglais. Et à ça, je réponds que il faut apprendre à travers des sujets amusants et que tout le monde peut le faire. Donc, l'anglais n'est pas forcément académique. Il y a plein d'astuces, il y a plein d'outils et on verra ça tout à l'heure. Il y a plein de choses qui peuvent vous permettre aujourd'hui d'apprendre l'anglais dans un cadre beaucoup plus amusant, à travers, je suppose que si on vous demande d'avoir une conversation sur la Deuxième Guerre mondiale en anglais, ça va peut-être être barbant, sauf si vous êtes historien. Mais si vous êtes fan de football, par exemple, et qu'on vous demande de parler de football, là, à ce moment-là, parce que c'est un sujet qui vous passionne, vous aurez envie de faire des efforts, vous aurez envie de comprendre, vous aurez envie de savoir quel mot, comment on dit ça, comment on dit telle ou telle chose. Donc, focalisez-vous sur les sujets qui vous intéressent, sur des activités qui vous permettent de vous épanouir aussi. Alors, je vais faire une pause là et repartir dans le chat et vous demander si vous avez des questions. Concernant l'apprentissage de l'anglais, faut-il favoriser d'abord l'écrit ou le parler? Alors, on verra ça plus tard dans les outils. Il ne faut rien favoriser parce que quand on parle français, on est suffisamment bon, j'ai envie de dire, dans toutes les disciplines. Donc, il n'y a pas un qui peut favoriser. Il y en a qui apprennent l'écrit d'abord et ensuite qui se perfectionnent à l'oral. Il y a des gens aussi qui sont jetés directement dans le bain et qui commencent par l'oral avant d'apprendre les règles de grammaire, avant d'apprendre la partie écrite. Et d'ailleurs, nous, quand on a appris le français, on ne nous a pas appris la grammaire, les verbes irréguliers, le plus que parfait, tout ça. En tant qu'enfant, on nous apprend les mots, à communiquer, à dire des choses, on ne sait pas comment ça s'écrit.
mais on arrive à communiquer. Donc, je n'ai pas de préférence. Pour moi, l'un n'exclut pas. Il faut connaître les deux et peu importe l'ordre dans lequel ça se fait, on peut apprendre les deux en même temps ou on peut apprendre l'un avant l'autre. Ça n'a aucune importance à mon avis. C'était une question de cas. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce qu'on peut avancer? On va avancer. Je ne vois pas d'autres questions. Du coup, on va avancer. In the beginning, yeah, listen properly. In the beginning, yeah, in the beginning, in the beginning, in the beginning. Alors, la vidéo qui a du mal à jouer, là, c'est une vidéo, je ne sais pas si c'est une vraie vidéo ou si c'est un montage, de Jacob Zuma, qui est ancien président d'Afrique du Sud et qui n'arrive pas à prononcer le mot beginning. Et je suis sûre que tous ici, vous pouvez. In the beginning. Je suis sûre que tous ici, vous pouvez prononcer ce mot. Donc, c'est en fait pour vous dire que l'accent, les erreurs, tout ça, c'est nous qui accordons de l'importance à ça. Franchement, le plus important, on a tous compris qu'il voulait dire in the beginning. Alors, Camille demande, ces conseils peuvent-ils s'appliquer dans tout ce qu'on souhaite apprendre? Ça dépend des conseils, mais je dirais que dans toutes les langues qu'on veut apprendre, définitivement, ça s'applique. Maintenant, tous les domaines, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Alors, ce que je voulais vous demander, c'était concernant le mindset, concernant ce que je vous ai dit tout à l'heure en ce qui concerne le mindset, est-ce que vous avez déjà pensé ces choses-là? Donc, que ce soit le 1, j'ai des lacunes, ou est-ce que vous vous êtes déjà dit, je suis nul en anglais? Est-ce que vous vous êtes déjà dit, je n'ai pas les mots, ou je ne sais pas comment dire les choses, j'arrive pas à former les phrases? Est-ce que vous vous êtes déjà dit, je n'ai pas le bon accent, je n'ai pas la bonne prononciation? Est-ce que vous vous êtes déjà dit, est-ce que vous avez déjà eu peur ou honte de parler devant les gens ou de faire des erreurs? Ou alors, est-ce que vous avez toujours trouvé l'anglais difficile? Répondez oui avec le numéro, donc le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5, si ça s'applique. Donc, lequel s'applique à vous? Laquelle de ces phrases s'applique? Ok, Miranda dit, moi c'est le 2 mon problème, je n'ai pas les mots. Donc, encore une fois, comme je disais, personne n'a les mots. On a tous d'une certaine manière des lacunes à un niveau ou à un autre. Personne ne connaît le dictionnaire. Essaye de te dire comment est-ce que je peux m'exprimer le plus simplement du monde. Sujet, verbe, complément. Quelle est la phrase que je peux faire qui va traduire ma pensée, qui va faire en sorte que la personne en face de moi arrive à me comprendre. Dora, quand tu nous donnes là où les bonnes prononciations en anglais, s'il te plaît, fais-le lentement pour qu'on écoute bien les mots et la prononciation. D'accord, je vais... D'accord, je prends note. Mais le mot tout à l'heure de la vidéo, c'était beginning. Et dans la vidéo, lui, il dit beginning. Mais ça, c'est... il suffit de lire pour voir que c'est le G qui vient avant, donc c'est beginning. Alors, Gabriel dit, moi, c'est le 4. J'ai peur, j'ai honte de parler devant les gens et de faire des erreurs. Ben, à un moment donné, il faut juste se dire que, ben, advienne qui pourra. Moi, je vais vous dire, hein, pendant cette période-là où je traînais beaucoup avec des amis sud-africains, etc., on allait partout. Mon anglais n'était pas encore parfait, hein, je faisais des erreurs, j'utilisais des mots à la place d'autres, des expressions, etc. Et il est arrivé que je dise quelque chose et que quelqu'un éclate de rire. Sur le coup, ça fait mal, mais après, tu dois te dire, qu'est-ce qui est plus important? Ce qui est plus important, est-ce que c'est de parler toujours correctement ou ce qui est plus important, c'est de m'améliorer, faire une erreur aujourd'hui pour que demain, je ne puisse pas faire la même erreur. Et moi, j'étais contente de me dire, je suis contente d'avoir fait cette erreur-là. Aujourd'hui, on est au parc. Vous avez rigolé, d'accord, mais demain, lorsque j'irai dans mon entretien d'embauche, je ne ferai pas cette erreur-là.
Donc, je préfère la faire maintenant avec vous plutôt que dans une situation beaucoup plus complexe. D'accord? Alors, iPhone XXX, je ne sais pas qui c'est, dit que moi, c'est le 2. Le 2, je n'ai pas les mots. Donc, encore une fois, on a toujours les mots, on peut toujours trouver le moyen de s'exprimer. Ne restez pas figé sur le mot exact que vous voulez dire. Trouvez des synonymes, cherchez des alternatives. Camille dit, moi, c'est le 2 et le 4. La même chose, on en a déjà parlé. Stevie, s'il vous plaît, je comprends rien, pas de volume. Je vais essayer d'augmenter le volume de mon côté. Peut-être que ça va changer quelque chose, je ne sais pas. Mais essaye de mettre des écouteurs peut-être ou de mettre le volume chez toi. Voilà, j'ai augmenté un peu mon volume. J'espère que vous m'entendez un peu mieux du coup. Ok, donc on va continuer. Donc on va sauter la vidéo du tonton et in the bikini. Et on va continuer avec les stratégies. Donc, ici, je voulais qu'on parle des 4 principes fondamentaux. Et ça va répondre aussi à la question de Carl de tout à l'heure. Est-ce qu'il faut privilégier l'écrit? Est-ce qu'il faut privilégier l'oral? Pour moi, ces 4 principes-là sont fondamentaux. Donc, pour pouvoir prétendre parler anglais couramment, maîtriser la langue, il faut nécessairement appliquer ces 4 principes-là dans tout ce qu'on fait. Le premier principe, c'est la discipline. Donc, un processus que j'ai quand je choisis même les clients, les personnes avec qui je travaille en coaching, c'est de me dire, est-ce que cette personne-là a envie de parler anglais ou est-ce que cette personne-là a besoin de parler anglais? En général, si la personne a envie de parler anglais, je sais que c'est quelqu'un qui va s'inscrire pour 1 ou 2 mois maximum et puis après qui va abandonner. Parce que c'est une envie, donc il peut le faire aujourd'hui, il peut le faire dans 10 ans. Ça ne change rien à sa vie. Mais si quelqu'un a besoin d'apprendre, ça veut dire qu'il y a un coût. Ça veut dire que la personne a peut-être raté des opportunités. La personne a quelque chose qu'elle veut atteindre, un objectif à atteindre, et l'anglais est important pour elle. Donc, si l'anglais est important pour vous, ça veut dire que c'est un objectif. Il faut se fixer des objectifs clairs. C'est quoi ton objectif? Je veux parler couramment. D'accord. Quel est ton niveau actuel? Tu veux atteindre le prochain niveau en combien de temps? Tu te fixes quel délai? Quelle est la routine que tu vas mettre en place? Est-ce que tu vas regarder des vidéos? Est-ce que tu vas prendre part à une formation? Est-ce que tu vas écouter des podcasts? Si oui, tu le fais quand? Combien de fois par semaine? Combien de fois par jour? Combien de fois? Établir un calendrier et se dire, voilà où je veux aller, voilà ce que je veux faire et voilà ce que j'ai l'intention de faire pour y arriver et s'y mettre. La discipline. Et ça, c'est quelque chose qui, pour répondre à la question de Camille, je pense, ça répond un peu, ça s'applique dans tous les domaines, que ce soit le sport, que ce soit, quel que soit ce qu'on veut atteindre, il faut qu'on fasse preuve de discipline à un moment donné. Il faut qu'on se fixe des objectifs et qu'on s'y colle. Qu'on le veuille ou non, au début ce sera funny, au début ce sera tranquille, mais après à un moment ça va commencer à nous saouler. Mais on doit se dire non, j'ai un objectif, que je le veuille ou pas, je vais le faire. La deuxième chose, c'est l'immersion. Il faut manger, boire, respirer, penser, rêver anglais. J'ai un professeur à l'école de langue qui nous disait que un indice pour savoir si on est devenu bilingue, c'est qu'un jour, tu vas faire un rêve et le rêve sera en anglais. Genre, tu fais un rêve et dans ton rêve, les gens parlent en anglais. Là, tu sais que, ah oui, non, là, c'est bon, j'ai traversé le cap, c'est bon, l'anglais, c'est bon, j'ai assimilé. Donc, pour arriver là, à ce que l'anglais s'imprègne jusque dans tes rêves, ça veut dire que tout ce que tu vois autour de toi doit être en anglais, ce que tu lis, ce que tu écoutes, il doit avoir une certaine routine qui fait en sorte que vraiment tu es immergé dans l'anglais. Je propose souvent aux gens de mettre par exemple ton ordinateur ou ton téléphone, tu vas dans les réglages, tu le mets en anglais. Donc, pour utiliser, à chaque fois que tu vas utiliser ton téléphone, ce sera des mots anglais, tu n'auras pas le choix, ça te sort en fait de ta zone de confort. Vous pouvez faire la même chose avec tous les appareils que vous utilisez. Vous devez écouter suffisamment de, je ne sais pas, la radio, la télé, regarder vos séries préférées en anglais, écouter des podcasts, lisez des livres, mais plongez-vous dans l'anglais, faites de l'anglais votre quotidien. La troisième chose, c'est la pratique. Je le dis souvent, n'absorbez pas juste les informations, n'apprenez pas, ne lisez pas si vous n'avez pas l'intention de le mettre en pratique parce que vous aurez le même problème que moi j'ai rencontré, c'est que j'ai toutes ces connaissances-là dans ma tête, mais quand il s'agit de les faire sortir, j'ai un blocage parce que j'ai pas l'habitude. Au Gabon, à Libreville, je parlais anglais avec personne.
J'écoutais, j'écrivais, voilà, mais ça s'arrêtait là. J'avais jamais eu l'opportunité de parler, de faire une phrase, d'avoir toute une conversation en anglais. Et donc, c'est important pour vous de pratiquer. Faites des exercices, lisez, écrivez, conversez, osez, essayez, sortez de votre zone de confort. Et le dernier principe fondamental, c'est le contexte. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. N'allez pas vous mettre dans des trucs qui sont barbants pour vous. Si vous apprenez l'anglais pour les études parce que vous avez l'intention de faire des études dans telle ou telle université, si ce sont des études, par exemple, d'architecture, apprenez l'anglais et le vocabulaire qui correspond à l'architecture. Ça va vous servir. Ça ne vous sert à rien d'aller apprendre le vocabulaire de, je ne sais pas moi, de quelque chose, d'un sujet qui ne vous intéresse pas ou qui ne va vous servir à rien. Les activités qui vous passionnent. À travers des séries, à travers des podcasts, n'écoutez pas des trucs qui ne vous plaisent pas ou qui ne vous intéressent pas. Cherchez des activités qui vous passionnent, des sujets qui sont pertinents pour vous. Si vous êtes entrepreneur, apprenez l'anglais des affaires. Cherchez comment avoir une conversation où on négocie un contrat. Cherchez comment avoir une information, une conversation où on pitch son business, par exemple, à des investisseurs, etc. Ce genre de choses. C'est très important. Donc, dans tous les contenus que vous allez consommer, posez-vous la question, est-ce que ça rentre, est-ce que le contexte y est, en fait? Et enfin, on va parler des outils. En ce qui concerne les outils, il y en a plusieurs. Mais ce que je dis, moi, ma façon de voir les choses, c'est qu'il y a 3 catégories dans lesquelles ces outils-là rentrent. Il y a des outils qui nous servent à apprendre. Donc, on apprend la langue, on apprend le vocabulaire, on apprend la grammaire, on apprend la prononciation, on apprend comment converser, etc. C'est des outils qui nous permettent d'absorber les informations. On a des outils qui nous permettent de nous familiariser. Donc, ça va être tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, etc. Et aussi les voyages d'immersion, par exemple. Et il y a des outils qui nous permettent de pratiquer, de tout ce qu'on a appris, comment est-ce qu'on le met en pratique. Donc, pour rentrer encore dans les détails, en ce qui concerne les outils qui nous permettent d'apprendre, la première chose qu'il faut avoir, c'est un bon dictionnaire ou Google. Mais quand je dis un bon dictionnaire, ce n'est pas un dictionnaire pour traduire du français à l'anglais, c'est un dictionnaire pour vous donner la définition du mot. Donc, si vous cherchez la définition du mot cat, par exemple, C-A-T, vous ne savez pas ce que ça veut dire, ne cherchez pas ce que cat veut dire en français, cherchez la définition. Donc, la définition va vous dire que a cat is a feline, ça veut dire un chat. Donc, cat, c'est un félin de la famille des grands, du lion, de la panthère, etc., mais que c'est un animal domestique. Donc, à travers cette définition-là, sans que vous ayez eu à traduire le mot, vous aurez saisi ce que ça veut dire. Et c'est comme ça qu'on arrive à être fluent. C'est comme ça qu'on arrive à s'approprier la langue. Ne pas utiliser le français comme une béquille, ne pas utiliser le français comme la langue vers laquelle on repart à chaque fois pour avoir des repères. Essayez d'étudier l'anglais en anglais. Il vous faut des contenus écrits. Donc, en dehors du dictionnaire, il vous faudra des livres. Ça peut être aussi des e-books. Des livres, ça peut être des annales, ça peut être des livres qui vous apprennent les concepts, ça peut être des livres qui vous apprennent la grammaire, le vocabulaire, etc. Comme ça peut être des livres qui parlent de sujets divers. Ça peut être des romans, ça peut être des fictions, ça peut être des bandes dessinées. Le plus important, c'est que ce soit des livres en anglais. Et à travers ça, vous allez apprendre. Vous verrez de nouveaux mots, vous verrez de nouvelles expressions. On est dans l'ère de la technologie, des nouvelles technologies, donc il y a aussi beaucoup d'applications qui aident à faire ça. Des applications comme Babel, comme Mosalingua, comme Duolingo par exemple, et il y en a plein d'autres qui vont vous aider en fournissant chaque jour, peut-être pour 5, 10 minutes, 15 minutes en fonction de votre disponibilité, des petites leçons. Ça va vous apprendre un mot, ça va vous apprendre une phrase, ça va vous apprendre une expression ou une prononciation, etc. Et il y a les coachings ou les formations qui peuvent se faire en ligne ou qui peuvent se faire en présentiel. Il y en a qui sont gratuits sur YouTube, par exemple. Il y en a aussi en présentiel. Il y a des ONG qui font ce genre de formation-là. Il y en a qui sont payants. Tout dépend de vous et de vos objectifs. Les outils pour se familiariser, c'est toujours des outils audio ou audiovisuels, donc la télévision, YouTube et Netflix.
Et là, une astuce que je vous donne, c'est regarder par exemple vos séries préférées ou vos émissions préférées en anglais sur Netflix ou sur YouTube. Regardez-les en anglais. Vous pouvez commencer par exemple par une saison que vous avez déjà regardée. Donc, au moins, il n'y aura pas cette frustration là de mais je ne comprends pas ce qui se passe. Ce sera, j'ai déjà un peu une idée de ce qui s'est passé. Maintenant, je suis en anglais pour comprendre ce que ça donne, pour voir un peu ce que ça donne. Donc, je vais suivre un épisode en anglais avec les sous-titres en français pour pouvoir faire un peu cette comparaison-là. Ensuite, une fois que je sens que bon, c'est plus trop le chinois dans mes oreilles, c'est plus trop du charabia, je switch les sous-titres, je mets les sous-titres en anglais. Donc, je regarde l'épisode en anglais, les sous-titres sont en anglais. De cette façon, quand je vois le mot écrit, je peux associer à la prononciation et savoir que, ah, ok, c'est comme ça qu'il prononce tel mot. Ah, ok, d'accord, tel mot, c'est comme ça que ça se prononce. Et quand vous serez à l'aise, au bout d'un moment, vous pourrez regarder les épisodes sans les sous-titres et essayer de vous concentrer et vous dire qu'est-ce qu'il dit. Et là, maintenant, vous pourrez regarder même de nouveaux épisodes et essayer de les regarder sans les sous-titres. Faites-le progressivement. Les contenus audio sont très intéressants aussi parce que vous pouvez vraiment vous concentrer sur ce qui se dit, surtout si vous avez un casque ou des écouteurs. Vous pouvez écouter la radio, vous pouvez écouter des podcasts sur des sujets intéressants. C'est bien pour apprendre, pour se familiariser. C'est bien aussi pour entretenir son anglais. Moi, par exemple, pour entretenir mon anglais, j'écoute beaucoup de podcasts. J'écoute des podcasts de TEDx, j'écoute des podcasts sur la santé mentale, j'écoute des podcasts sur la spiritualité, j'écoute pas mal de podcasts. J'écoute même un podcast sur la maternité. Je ne sais pas comment j'ai atterri là-bas, mais j'écoute. Et ça me permet d'entretenir mon anglais. Les livres audio, il y a des livres qui sont en format audio, ça aide aussi. Et pour ceux qui peuvent, les voyages d'immersion, c'est vraiment la technique la plus rapide en ce qui concerne l'immersion surtout. À condition, bien sûr, de ne pas arriver à destination et rester dans son coin, mais de vraiment faire l'effort de sortir de sa zone de confort et discuter avec les gens. En ce qui concerne la pratique, il y a des applications et il y a des jeux aussi qui peuvent vous aider dans ce sens-là. Donc, des applications telles que Tandem et Lotalk. Il y a un jeu qui s'appelle Word Coach, c'est sur Google. Vous allez sur Google, vous tapez Word Coach, ça va s'afficher en bas et puis ça vous fait comme des petites devinettes en vous disant quel mot veut dire ça ou quel mot est le synonyme de ça, quel mot est le contraire de ça. Et comme ça, vous vous exercez, vous améliorez votre vocabulaire. Quand vous avez du temps libre, vous pouvez le faire pour pratiquer. Les communautés, c'est très important pour pratiquer. Il y a plein de groupes Facebook. Ça peut être des groupes où on apprend l'anglais, comme ça peut être des groupes où on parle de quelque chose de complètement différent, mais c'est juste que le groupe est en anglais, les gens s'expriment en anglais. Vous faites la demande pour adhérer au groupe et puis vous participez aux conversations. Vous venez là, vous utilisez les gens comme vos cobayes tout simplement. Vous essayez enfin c'est peut-être trop dire, mais vous utilisez cette opportunité-là pour pratiquer. Vous venez, vous faites la connaissance des gens, vous discutez, vous participez aux conversations. Les clubs d'anglais, que ce soit physique, après avec la situation actuelle c'est un peu difficile, mais il y a des clubs d'anglais. Cherchez dans vos zones, dans les villes où vous êtes, y a-t-il des clubs d'anglais en ligne ou en présentiel? Inscrivez-vous et puis utilisez ça comme une opportunité de pratiquer. Il y a aussi des sites, il y a un site qui s'appelle polyglotclub.com. C'est un site où les gens qui parlent plusieurs langues différentes, ça fonctionne un peu comme un site de rencontre. C'est un peu bizarre, pour moi en tout cas, mais au moins ça a le mérite que tous ceux qui sont là cherchent à communiquer, cherchent à avoir des conversations. Donc évidemment, il faut quand même faire preuve de vigilance, mais vous pouvez faire un tour et voir dans quelle mesure vous pouvez avoir des conversations avec des personnes réelles en anglais. Voilà donc pour les outils et comment les utiliser. Y a-t-il des questions? Alors, depuis le début de la réunion, je ne comprends rien. J'ai pas de son sur mon phone. Le souci provient de moi. Alors, Stevie, je suis désolée, mais je pense que mais enfin, s'il comprend pas, il m'écoute pas, donc. Désolée, Stevie, ça doit être de ton côté. Quelqu'un d'autre a une question? Est-ce que vous avez des questions?
Autant de dire à Stevie que c'est certainement de son côté parce que les autres m'entendent. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que vous avez besoin d'éclaircissement? Alors, Miranda, je me demande en fait pour l'immersion, oui. Quelle est ta question? Tu te demandes, qu'est-ce que tu te demandes? Pensez-vous que 6 mois peut suffire? Oui, largement. Et tu sais quoi? Je me permets de te tutoyer. L'immersion totale, c'est-à-dire que si on te prend aujourd'hui, on te met dans un pays anglophone, tu n'as personne d'autre autour de toi qui parle français, je te garantis que tu n'auras même pas besoin de 6 mois pour parler couramment. Surtout si tu as une activité du genre, tu vas peut-être au travail ou alors tu rencontres des gens en fait, pas que tu es juste à la maison et puis de temps en temps tu vas te balader. Non, si tu as une activité genre un boulot où tu vas à l'école, etc., où tous les jours tu rencontres des gens, tous les jours tu es obligé de parler avec les gens, en 2 mois, en 3 mois, tu reviens, tu parles parfaitement. Le truc, c'est pas tant la durée, mais c'est l'effort que tu mets. C'est à quel point tu sors de ta zone de confort, à quel point tu communiques avec les gens. Je me rappelle que ma première année, j'avais une colocataire, ma première année en Afrique du Sud, ma colocataire était sud-africaine pendant peut-être 2 mois, après j'ai changé. Mais les 2 mois où on était dans la même, on était colocataires, on partageait la même chambre, pendant ces 2 mois-là, mon anglais s'est amélioré de façon, mais vraiment parce que on passait tout le temps à discuter, jusque des fois tard dans la nuit, et on parlait de tous les sujets. Donc en fait, c'est pas tant la durée, en 6 mois c'est possible en 3 mois, c'est même possible en 2 mois, si vraiment tu t'y mets et si tu te donnes des opportunités de converser avec des gens. Alors, s'il te plaît, tu peux redonner le nom du jeu qui pose des questions de lunettes. Alors, c'est Word Coach, W-O-R-D Coach. Je remets la page pour que tu puisses voir. Vous pouvez faire une capture d'écran aussi de cette page-là si vous voulez, hein, si ça peut vous aider. Voilà. Le jeu, c'est Word Coach. Word Coach. Il y a aussi des jeux de puzzle. C'est des applications qu'il faut télécharger. Je crois que ça s'appelle Word Trip ou Word Travel, quelque chose comme ça, sur App Store. Je l'avais avant, mais je pense que je l'ai effacé. C'est des mots croisés. C'est comme des mots croisés, en fait, où on te donne la définition du mot et tu dois deviner quel est le mot qui est écrit là, mais en anglais. Donc voilà, quoi d'autre? Peut-être tu es d'accord. Ouais. Ok. Désolée, Stevie. Je comprends vraiment rien de la discussion depuis le début. Désolée. Thomas, bonjour, je suis Thomas et particulièrement, j'ai des problèmes pour parler dû à mon environnement. Et au boulot aussi, on ne parle pas cette langue. Je la kiffe et je veux des astuces lorsqu'on n'a pas trop le temps. Problème pour parler, il faut chercher des applications qui vont te permettre de parler. Donc, on est sur la bonne page là. Cherche des applications ou des jeux qui vont te permettre de parler. Cherche des communautés, donc des groupes Facebook, des clubs d'anglais ou des sites sur lesquels tu peux rencontrer des gens. Si vous êtes sur Instagram, si vous êtes sur Twitter, etc., essayez de follow des gens, pardon, qui parlent anglais, des gens qui s'expriment en anglais. De cette façon, à chaque fois qu'ils vont poster un truc, vous verrez ce qu'ils vont poster et vous pourrez interagir, vous pourrez faire laisser un commentaire. Je n'encourage pas les gens à rentrer dans les DM des gens, mais vous pouvez vous présenter, dire bonjour, je m'appelle Thomas, exactement ce que tu as dit, j'aime beaucoup l'anglais, j'essaie de parler, mais j'ai personne avec qui m'exercer. Est-ce que ça te dérange qu'on ait de temps en temps des conversations, que je te pose de temps en temps des questions pour pouvoir pratiquer? Je pense pas que les gens, à l'ère du numérique aujourd'hui, soient fermés à ça. Tant qu'on ne vient pas avec des intentions autres que de discuter, normalement, ça ne devrait pas poser problème. Aussi, est-ce que vous pouvez faire ce cours en anglais? Alors, je peux faire ce cours en anglais, mais beaucoup ne comprendront pas. Je fais des coachings en anglais pour ceux qui sont intéressés. J'en parlerai juste après cette section-là. Merci pour l'exposé. À part cet exposé, y aura-t-il un accompagnement pour perfectionner l'anglais? Je vous ai parlé d'une offre au début. Je ne sais pas si vous étiez là. J'ai une offre spéciale que je vais vous proposer dans quelques minutes. Donc, la réponse, c'est oui.
Y a-t-il d'autres questions? Pendant que je prends une gorgée d'eau. Y a-t-il d'autres questions? Non, je n'en vois pas. Du coup, on va avancer. Alors, he who fails to plan is planning to fail. C'est une phrase de Winston Churchill, qui était Premier ministre du Royaume-Uni d'Angleterre à un moment. Et cette citation veut tout simplement dire, ça se traduirait par celui qui ne planifie pas a déjà planifié son échec. Donc, c'est soit on a un objectif et on planifie ce qu'on a l'intention de faire pour atteindre son objectif, soit on ne le fait pas et en ne faisant rien, d'une certaine manière, indirectement, on planifie déjà d'échouer. Donc, il nous parle ici de l'importance de planifier. Alors, tous ces outils, toutes ces stratégies dont je viens de vous parler ne servent à rien si vous n'avez pas un plan. Alors, comment est-ce que vous allez établir votre plan? C'est très simple. La première chose, vous devez décider quoi faire. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux améliorer mon anglais à l'écrit. Je veux améliorer mon anglais à l'oral. Je veux améliorer ma fluidité. Je veux améliorer ma compréhension. Je veux tout améliorer. Je veux pouvoir parler anglais couramment. En combien de temps je compte le faire? J'ai l'intention de le faire. Quel est le délai que je me fixe pour le faire? Et ensuite, quelles sont les activités? Quels sont les outils? À quelle fréquence, à quelle vitesse? Une fois que ça c'est clair, la seule chose à faire, c'est se lancer. Vous devez décider quoi faire, décider quand et comment vous allez le faire, vous y tenir, faites preuve de discipline, comme on a vu tout à l'heure, avoir le bon mindset, et puis vous lancer. Est-ce que c'est une vidéo YouTube que je vais regarder chaque semaine en anglais? Je m'y colle. Est-ce que tous les week-ends, Netflix, je me mets dessus en anglais? Si c'est ça, je le fais et je le respecte. Est-ce que je vais prendre une formation? Est-ce que je vais télécharger une application et me mettre dessus tous les matins? Est-ce que à chaque fois que je serai dans les embouteillages, je vais écouter un podcast en anglais? Décidez ce que vous allez faire, décidez quand et comment vous allez le faire, et puis faites-le, tout simplement. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va se dire au revoir. Je vous mets mes contacts là. On peut rester en contact. J'ai une page Club English Online by Dora sur Facebook, sur laquelle je partage des astuces, des conseils, etc. pour apprendre l'anglais. Je partage aussi des fois les extraits de nos coachings pour que vous puissiez en bénéficier. Je fais la même chose aussi sur Instagram, mais ça s'appelle @Club English Online. Et l'adresse mail, c'est masdo2010@yahoo.fr pour me contacter, pour me dire si vous êtes intéressé, si vous êtes prêt ou pas. Voilà, ou juste pour rester en contact. Si vous êtes attentif, ici aussi, il y a le numéro WhatsApp. Donc, vous pouvez aussi me contacter sur WhatsApp au choix. Et voilà. Je vois qu'il y a des messages. J'allais justement demander votre numéro. Ben voilà, il est là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais le numéro est là. Et puis, dans la signature de mon mail, le mail que je vous ai envoyé, si vous regardez en bas aussi, je crois que mon numéro y est aussi. Merci à toi, Miranda. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup encore d'être venu. Et comme je vous ai dit, moi, je crois beaucoup en vous. Je crois que c'est possible. Que vous décidiez encore une fois de le faire vous-même ou que vous décidiez de me contacter pour que je vous accompagne, ce sera avec plaisir. Mais dans tous les cas, il n'y a pas qu'une seule solution, en fait. Il n'y a pas qu'une seule issue. Vous pouvez réussir à parler couramment. Il faut juste y mettre du vôtre. Il faut avoir un plan. Il faut s'y tenir, il faut être discipliné et puis il faut se mettre dans le mindset que c'est possible. Si Dora a pu le faire, moi aussi je peux le faire. D'accord? Donc on se dit au revoir et on reste en contact.